Dans ce contexte, la France insoumise aurait totalement pu, à l'égard de Raphaël Arnaud et de la Jeune Garde, faire une victime sacrificielle en disant nous excluons Raphaël Arnaud du groupe La France insoumise, nous l'excluons de LFI, nous coupons tout lien avec la Jeune Garde. Et ils auraient pu, c'était une stratégie de communication. Une victime sacrificielle? Mais pour apaiser qui? L'extrême droite? Les médias? Les néo-nazis? On sacrifie Raphaël Arnaud pour apaiser la colère des dieux? Enfin, je sais pas, c'est quoi ce délire? Et surtout, ça veut dire quoi? Que si la bourgeoisie médiatique veut du sang, on doit leur en donner pour les calmer? Enfin, non, non, c'est bon, on leur en donne suffisamment comme ça et ça les calme pas en fait. Ça sert à quoi? Ça offre une victoire à qui? Bon, aujourd'hui, je vais réagir à une séquence de Clément Viktorovitch qu'on m'a envoyée. Et avant de commencer, je voulais préciser que je suis pas un fan de son contenu. Voilà, bon, ses analyses m'intéressent pas trop, même si je doute pas qu'il fait de très bonnes analyses de temps en temps. Mais pour moi, c'est trop quotidien corps, tu vois. Il y a un côté trop institutionnel, trop scolaire, un peu bourgeois et trop idéaliste, notamment sur sa vision des démocraties libérales, des médias, des luttes politiques, des batailles d'idées. Voilà, ça manque un petit peu de matérialisme, voilà, pour un marxiste comme moi, et d'analyse structurelle. Voilà, on reste un petit peu dans un décryptage des discours, mais moins dans une analyse des rapports de pouvoir. Après, moi, j'ai rien contre lui, vraiment, voilà, c'est pas un ennemi politique. Je considère qu'il est plus à gauche que le PS, donc voilà, comprenez bien qu'on n'est pas là pour créer du drama. D'après ce que j'ai compris, dans l'extrait qu'on va voir, il est critique de la stratégie de LFI d'apporter son soutien à la Jeune Garde et de ne pas avoir dégagé Raphaël Arnaud, j'allais dire Bernard Arnaud. Donc je trouve ça très curieux comme position et j'aimerais bien comprendre pourquoi. Pour rappel, Mélenchon avait affirmé son soutien à la Jeune Garde et à Raphaël Arnaud. Je vous mets l'extrait là et puis après on passe à l'analyse. Sur la Jeune Garde, bien sûr, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi vous avez décidé de vous allier à eux alors que leur mode d'action diffère quand même de la France insoumise, puisqu'eux n'hésitent pas à utiliser la violence face à l'extrême droite? Et est-ce qu'aujourd'hui vous regrettez cette alliance politique avec eux? Mais la Jeune Garde, nous sommes très fiers d'avoir compté la Jeune Garde comme allié. Tellement fiers qu'on a proposé à celui qui l'avait fondée de devenir député sous notre étiquette. Et alors c'est pas la peine d'écrire dans vos journaux impossible de cacher parce que nous ne nous cachons pas. Impossible de masquer la sympathie parce que nous gardons la sympathie. Et c'est pas parce qu'il y a eu un acte qui est inadmissible. Sur le plan moral et politique, on se déshonore en frappant une personne qui est au sol et en portant des coups qui peuvent tuer. Il va falloir que je le dise combien de fois. Mais pour ce qui est de la Jeune Garde, nous ne permettrons pas, alors qu'ils ont été dissous sans aucun motif vérifiable. 11 raisons de dissolution ont été avancées. Sur les 11, il y a 8 événements auxquels ils n'ont même pas participé. C'est donc un complot, un montage. Ils se sont dit, d'abord on attrape la Jeune Garde et demain on attraperait les Insoumis. Et ils pensaient y être arrivés là, formidable. Eh ben non, raté, Pancho. Nous ne sommes pas concernés par cette mort. Mais nous ne renierons pas nos amis et nos camarades de la Jeune Garde. N'essayez même pas. Nous ne chasserons pas de nos rangs le camarade Raphaël Arnaud. Donc, ni nous ne récuserons la Jeune Garde, aussi longtemps qu'on ne nous aura pas prouvé ce que nous ne croyons pas aujourd'hui. On a le droit quand même. Nous ne croyons pas que ce soit une organisation criminelle qui mérite d'être dissoute. Ben voilà. J'ai l'impression quand même que oui, qu'il y a une forme de rejet de la France insoumise qui... En fait, j'ai l'impression que ce qui se passe autour de LFI en ce moment, c'est que ça resserre les rangs à l'intérieur. Ça peut créer l'effet inverse. Moi, je crois pas, Pemf. Moi, je crois que là où ça va créer l'effet inverse, c'est que ça va resserrer les rangs au sein de la France insoumise, c'est sûr. Ça, c'est sûr. C'est-à-dire qu'au sein de l'AFI, il y a ce côté forteresse assiégée qui fait que les militants et militantes vont sans doute être plus investis que jamais, que des sympathisants qui avaient pu s'éloigner vont revenir. Donc, je pense que ça va resserrer les rangs. Du coup, si ça les renforce en interne et que ça récupère d'anciens militants, c'est un gain de force, puisqu'ils sont déjà cornérisés. S'ils sont dans une configuration où affirmer un soutien les renforce en interne, c'est forcément positif. Même si je vois très bien ce qu'il veut dire, que ça va renforcer l'aspect sectarisme, excluant, mais ça c'est un truc qu'on nous sort depuis des années et qui manifestement n'est pas vrai, puisque les scores montent d'année en année. Sans doute resserrer les rangs assez pour que la France insoumise sécurise sa base électorale, qui est entre 12 et 15%, on va dire. Oui, ça c'est selon les sondages, BFM TV. On voit bien qu'on n'oublie pas. On n'oublie pas que entre les scores affirmés et annoncés dans les sondages et les scores réels, il y a toujours 3-4% de plus dans les scores réels. Entre 12 et 15%. Moi, ce que je crains, c'est que par contre, la stratégie de la fracture au sein de la gauche fonctionne. La stratégie de la fracture au sein de la gauche fonctionne. Tu veux dire que la tentative du PS et des suppôts de la Macronie de jouer la division pour exclure LFI en se rapprochant du centre et en faisant des coalitions avec la droite serait une stratégie qui fonctionne ?
Alors, bah, oui et non. Par exemple, quand t'as Tondelier qui accuse LFI de sectarisme, qui jette la jeune garde sous le bus, quand t'as ELV qui refuse un accord national avec LFI pour les municipales ou qui refuse l'alliance aux européennes alors que LFI leur proposait la tête de liste, on voit effectivement qu'ils s'inscrivent dans la diabolisation de LFI et qu'ils renforcent le clivage. Mais d'ailleurs, ce qui en fait des partis de gigantesques hypocrites, hein, parce que prétendre combattre l'extrême droite tout en cherchant à affaiblir le seul parti de gauche assez fort pour s'y opposer, bon, voilà, on est à ce niveau d'hypocrisie. Mais ce clivage, il joue pas en leur faveur, parce que ça ramène personne au centre, en fait, ça contribue à la polarisation. Les gauchos, ils en ont marre de la gauche des traîtres, et ils vont plus à gauche. Et les gens qui sont plus à droite, ben, ils vont plus à droite, en fait. Ces dynamiques, elles participent au délitement du centre, et à ceux qui gravitent autour. Au contraire, ce serait une erreur stratégique pour LFI d'édulcorer ses positions, parce que ça les rapprocherait du centre et ils seraient perdants. Les gens qui, de toute façon, n'auraient jamais voté pour eux parce que ouin Mélenchon, ouin il parle fort, n'auraient pas plus de raison de voter pour eux avec un programme ou des positions adoucies. Ils choisiront ELV ou un PS, voire un Ruffin. Ruffin qui a aussi balancé la jeune garde sous le bus, hein, d'ailleurs. Mais non, je pense au contraire qu'affirmer un soutien à la jeune garde, au lieu de tout se coucher pour montrer à la droite que non, on n'a rien à voir avec ça, je pense que c'est le meilleur truc à faire stratégiquement, et surtout au niveau de ce que ça dit, parce que ça montre que le parti assume d'être antifasciste, tout comme ils assument de porter le programme et de ne pas le sacrifier, parce qu'il y a un programme solide qui amorce une rupture avec le néolibéralisme, qui peut attaquer la montée du fascisme de manière structurelle, comme quand le vieux il dit qu'il va démonter l'Empire Bolloré s'il arrive au pouvoir, ça, ce sont des vraies mesures antifascistes. Des positions qu'ont été incapables de tenir le ELV, qu'ont été incapables de tenir le PS, etc. Je crains que la stratégie de la fracture au sein de la gauche fonctionne. Et pour le coup, cette stratégie, elle est aussi, il faut le dire, elle est aussi amplifiée par la stratégie choisie de manière consciente et volontaire par Mélenchon. La stratégie du bruit et de la fureur, Ah, la stratégie du bruit et de la fureur, vraiment, mais il bosse pour le Figaro, c'est pas possible. En plus, cette formule, elle veut rien dire, parce que si LFI fait du bruit, c'est pas à cause de sa forme. Franchement, ils sont polis sur les plateaux, ils sont tout propres sur eux, ils répondent gentiment, tu vois Bompard, tu vois Clémence Guettet, tu vois Alma Dufour, ils sont jamais en train de foutre le sbeul malgré les torrents de merde qui se prennent, à la limite. Il y a le vieux qui envoie jeter les journalistes avec sa tête, là on dirait qu'il va tous les démarrer, ou t'as Guiraud qui traite Meilleur Habib de gros porc, voilà, mais la forme elle est pas dissidente, le vrai clivage, le vrai bruit, il vient du fond, il vient du fait que les positions tenues, mais tu peux les tenir aussi poliment que tu veux, elles sont clivantes, parce qu'il y a une opposition d'intérêts et de projets politiques. Quand BFM TV se fait féliciter par le ministre des armées israéliennes pour avoir répété la bonne propagande de guerre comme des bons toutous qu'ils sont, alors que la fille dénonce un risque de génocide et la complicité de l'État, tu peux tourner ça comme tu veux, tu peux être aussi poli que tu veux, ça va faire du bruit, et il faut que ça fasse du bruit. Quand il y a des manifs pro-Palestine et qu'on envoie les CRS tabasser tout le monde, y compris à Sciences Po, en traitant tout le monde d'antisémite, ça fait du bruit. Ben oui, les gars, oui, c'est pas une question de politesse ou d'arrondir les angles. C'est comme le tournant vraiment antiraciste de la fille. Ça les a placés dans une position où ils se sont fait attaquer de toutes parts parce que ça rentre en contradiction avec l'excuse universaliste, ça rentre en conflit avec le fonctionnement des institutions, avec les discours politiques mainstream, avec l'ordre établi. Donc oui, ça fait du bruit, le clivage a lieu dans la remise en question de l'ordre social, pas dans la forme du débat, désolé. la stratégie du bruit et de la fureur, de ne reculer jamais, voilà, qui prête le flanc, du coup, à ces accusations-là, qui prête le flanc. Donc, en l'espèce, moi, je trouve que même s'il y a clairement une vraie attaque politique qui sans doute a trouvé une forme sans aucun doute, même je dis sans doute, c'est sans aucun doute, qui sans aucun doute a trouvé une forme de complaisance au sein de certaines sphères médiatiques qui fait que tout ce discours-là a été relayé et même amplifié. Oui, comme 100% des attaques depuis au moins 2022, oui. Et tout ça, je suis tout à fait d'accord. Sauf qu'à côté, il y a aussi une stratégie chez Jean-Luc Mélenchon et chez la France Insoumise qui, selon moi, c'est pas une surprise que je considère ça, qui, selon moi, est une erreur. La stratégie de la conflictualisation, au fond. Non, clairement, c'est pas une surprise, effectivement, que tu considères que la conflictualisation soit une erreur stratégique. Hein. Ça rejoint un peu la critique que j'avais fait de l'esprit critique. C'est très situé socialement, c'est très lié à la position dominante et à une vision du monde, sauf que factuellement, en fait, ça marche. Construire un rapport de force, ça marche. Cliver, ça marche. Ne pas être un tapis de sol, ça marche. Et c'est pour ça
que c'est le plus gros parti de gauche à l'heure actuelle. C'est parce qu'ils ont une colonne vertébrale et parce qu'ils essaient pas de conforter tout le monde. Si tu cherches le compromis avec tout le monde, tu limites mécaniquement la capacité de transformation. Qui, selon moi, est une erreur. Je pense qu'il y avait matière à incarner une opposition tout aussi vigoureuse, mais beaucoup plus subtilement, stratégie qui n'a pas été choisie, et c'est là. Ça veut dire quoi, incarner une opposition subtilement? Vraiment, je ne comprends pas ce type de discours. Vous voulez quoi? Faut moins parler de racisme parce que ça froisse, moins parler d'écologie, moins parler de la Palestine, moins parler d'inégalité sociale. En fait, tout ce qui peut froisser les éditorialistes, faut se laisser piétiner et faire des grands sourires comme Knafo en disant « dites-moi ». Avec un grand sourire quand elle sait pas quoi répondre parce qu'elle a pas bossé son dossier. Quand elle fait des vidéos IA de femmes qui se font agresser dans la rue, là, pour vendre sa solution de lampadaire avec détecteur IA, quand l'extrême droite parle d'immigration et d'insécurité, quand on parle de supprimer l'AME, c'est subtil parce qu'en face, il n'y a pas de contradictoire. Je comprends pas ce que ça veut dire. Il aurait fallu faire le jeu de l'extrême droite et de son narratif victimaire, alors qu'ils ont provoqué la mort de Quentin en organisant des embuscades. Il faut neutraliser le conflit et invisibiliser le cadre d'oppression et condamner tout le monde de la même manière pour entrer dans le jeu là, de la théorie du fer à cheval. Vraiment, je ne comprends pas. Pour le coup, c'est leur choix. Hein. Ils s'en sont... c'est leur choix. Et ça les engage eux. Hein. Ça les engage eux. Choix d'ailleurs qui continue d'être affirmé en ce moment, notamment... Une erreur qui fait 22%, bah oui, c'est ça en fait. Cette stratégie, factuellement, fonctionne en fait. Cette stratégie fonctionne. Parce qu'il faut aussi comprendre le moment dans lequel elle s'inscrit, le moment dans lequel on est, le moment que en fait, la modération ne fonctionne pas. Autour de la gestion par la France Insoumise de la question de la jeune garde, c'est-à-dire que la France Insoumise aurait totalement pu, c'était une stratégie possible, dans ce contexte, la France Insoumise aurait totalement pu, à l'égard de Raphaël Arnaud et de la jeune garde, faire une victime sacrificielle, en disant nous excluons Raphaël Arnaud du groupe La France Insoumise, nous l'excluons de LFI, nous coupons tout lien avec la jeune garde. Et ils auraient pu, c'était une stratégie de communication. Une victime sacrificielle? Mais pour apaiser qui? L'extrême droite? Les médias? Les néo-nazis? On sacrifie Raphaël Arnaud pour apaiser la colère des dieux? Enfin, je sais pas, c'est quoi ce délire? Et surtout, ça veut dire quoi? Que si la bourgeoisie médiatique veut du sang, on doit leur en donner pour les calmer. Enfin, non, c'est bon, on leur en donne suffisamment comme ça et ça les calme pas en fait. Ça sert à quoi? Ça offre une victoire à qui? Est-ce que l'extrême droite ou la Macronie va dire « Ah bah c'est bien, ah bah ils l'ont condamné, ils l'ont dégagé, donc ils n'ont rien à voir avec ça. En fait, ils sont devenus respectables d'un coup. » Voilà. Ou est-ce que ça va nourrir le narratif comme quoi il y avait des liens avec la jeune garde, avec les antifascistes, ils s'en sont débarrassés, ouh là là, c'est bien la preuve que... Hein, et puis pourquoi ils l'ont gardé aussi longtemps alors qu'il était fiché S? À quel moment ça n'aurait pas affaibli la France Insoumise et l'antifascisme tout entier? Au contraire, en fait, c'est affirmer son soutien. C'est le choix stratégique le plus fort et le plus légitime. Encore une fois, ça envoie un message clair. L'antifascisme, c'est ici. La solidarité, c'est ici. Oui, il y a eu un drame. Non, on n'est pas responsable. Non, Raphaël Arnaud n'est pas responsable. Et on ne jette pas les camarades sous le bus. Les traîtres, c'est à côté. D'ailleurs, ils n'auraient pas dû rendre hommage à De Ranck à l'Assemblée. Je comprends qu'ils aient craqué sous la pression à ce moment-là, comme le mec des écologistes là qui raconte qu'ils regrettent, ils se sont fait gaslight par la Macronie et l'extrême droite et qu'il aurait jamais dû y aller. Mais bon, bref, non, je trouve ça très étrange comme analyse et comme discours. Ils ont choisi de faire l'inverse, hein, de réitérer leur soutien à Raphaël Arnaud et à la jeune garde. Moi, je prends pas position là-dedans, je prends pas position là-dedans, consistant à dire qu'est-ce qu'il fallait faire. De toute façon, c'est pas mon. Ça ne me regarde pas, hein, c'est les affaires internes de la France Insoumise. Donc, ça, c'est la... Heureusement qu'ils n'ont pas fait ça. Ça aurait été une stratégie catastrophique, et ils ont bien raison. Oui, non, mais voilà, même le chat est d'accord, en fait. C'est une bonne strat. Parce que, au pire, en faisant le choix de jeter Raphaël Arnaud ou de se dissocier de la jeune garde, ils auraient contenté des gens qui, de toute façon, ne peuvent pas blairer la France Insoumise et n'auraient jamais voté pour eux. Et, à contrario, ils auraient, eux, déçu et trahi ceux qui votent France Insoumise parce qu'ils résistent. Donc vraiment, il n'y a pas un monde où ça n'aurait pas été une stratégie catastrophique de céder à la pression. Stratégie qu'ils ont choisie, le fait est que cette stratégie, elle continue de laisser un flanc ouvert, qui est le flanc qui consiste à dire il y a des liens entre LFI et la jeune garde, et donc entre LFI et la mort de Mathieu de Ranck, etc. Donc... Mais, encore une fois, hein, ce flanc n'aurait pas cessé d'être ouvert après le renvoi de Raphaël Arnaud. Le narratif de l'extrême droite, la qualification d'extrême gauche, la volonté de dissoudre le parti, n'aurait pas disparu avec un sacrifice.
ils auraient continué à être traînés dans la boue tout du long. C'est le même truc que dit Benjamin Franklin. Attends, parce que je ne me rappelle pas de la citation exacte. Un peuple prêt à sacrifier un peu de liberté pour plus de sécurité ne mérite ni l'une ni l'autre et finit par perdre les deux. En fait, on est dans ce bail-là, en fait. Donc là, par exemple, ils auraient pu mettre de l'eau dans leur vin, ils auraient pu faire un... Voilà, exclure Raphaël Arnaud en disant nous découvrons. C'était tu pouvais l'écrire, le discours. Il se tient. Quentin, j'ai dit quoi? Je me suis trompé, je suis fatigué un peu. Ils auraient pu dire nous découvrons que la Jeune Garde est un mouvement violent, ce qui s'est passé nous semble absolument injustifiable. Mais attends, mais ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Personne ne découvre que la Jeune Garde peut être violente, en fait. Toute une partie de la campagne de dénigrement de la droite se base sur le fait que Raphaël Arnaud est fiché S pour avoir tapé des faf. Enfin, vraiment, c'est grave, je ne comprends pas cette analyse. Il est en train de dire, cédons à la pression fasciste. Là, on a Sem Yodlas à Strasbourg qui était obligé de retirer sa candidature parce qu'il recevait des menaces de mort de l'extrême droite, et bizarrement, on n'en entend pas parler. Si ça avait une couverture médiatique importante et qu'il recevait beaucoup de soutien, peut-être qu'il pourrait ne pas céder à la pression, sauf que c'est pas le cas. Enfin, l'extrême droite ne va jamais s'arrêter, peu importe les concessions que vous lui ferez. La seule chose à faire, c'est construire un rapport de force. Vouloir contenter tout le monde, c'est juste céder du terrain. Et tout à la fois à la Jeune Garde et en même temps à Jacques-Élie Favreau, nous décidons, pour bien montrer que la France insoumise se singularise avant tout par tout rejet de la violence politique, nous décidons d'exclure Raphaël Arnaud. Enfin, tu vois, tu peux le dire. Ils ont choisi de faire l'inverse. Bon, chacun, vous en penserez ce que vous voulez de ce qui était préférable ou non, mais le fait est que c'est la même stratégie qui consiste à dire on assume le conflit jusqu'au bout, ne renoncez jamais, n'admettez jamais aucune erreur. Enfin, Mélenchon l'a théorisé ça. Donc là, en fait, on voit la traduction en acte d'une stratégie de communication politique que Mélenchon a théorisée. Mais personne n'a jamais dit n'admettez aucune erreur. Enfin, il y a une différence entre afficher une cohérence dans l'opposition et ne jamais se remettre en question. C'est même parce qu'il y a de la remise en question au sein de la France insoumise qu'elle a pu évoluer sur ses positions, notamment en matière d'islamophobie. D'ailleurs, un truc que les laïcards reprochent à Champ-Luc, c'est de dire « Ah, mais vous voyez, avant il était contre le voile, et maintenant il fait de l'œil aux islamistes. » Alors, est-ce qu'ils auraient de toute façon trouvé autre chose à leur mettre sur le dos? Oui. Est-ce que de toute façon, ça aurait éteint les critiques? Non. Est-ce que de toute façon, en face, ils auraient dit « Oui, mais ça change rien ». Oui, ils auraient dit tout ça. Bah alors, frérot, ça servait à quoi de raconter tout ça pour en fait conclure que, effectivement, ta stratégie inverse n'aurait pas fonctionné? Enfin, c'est très bizarre. C'est très très bizarre. J'ai parlé de ça parce que hier, dans la FAQ des 50K abonnés, on m'a demandé ce que je pensais de Klimovitch. Donc voilà, moi j'ai rien contre lui. Son contenu m'intéresse assez peu, même s'il est sûrement utile pour politiser une partie de son audience. Mais clairement, sur ce truc-là, on n'est pas du tout en accord. Et bien entendu, je vous laisse vous faire votre propre avis. N'hésitez pas à liker, commenter, partager et à vous abonner ici et sur Instagram. Si vous voulez payer un café à votre camarade, le lien Tipeee est en description. Force à vous, quant à moi, je vous dis à bientôt.